Donc nous avons eu la présentation de l'essai STOMP en communication orale, présenté par le docteur Shen de Princess Margaret, qui donc nous a montré l'association sélinexor avec pomalidomide plus dexaméthasone dans un essai de phase 1-2B, 1-2 d'escalade de dose. Tout d'abord, rappelons un petit peu ce que c'est que le sélinexor. Le sélinexor, c'est une molécule qui permet d'inhiber l'action de l'exportine 1 ou XPO1. C'est quoi l'exportine 1? C'est une centrale d'épuration qui permet de faire retirer de la cellule des protéines suppresseurs de tumeurs, comme le CEMIC, comme les cyclines, comme le BRCA1 ou encore le P53. En faisant sortir de ces cellules les protéines suppresseurs de tumeurs, la cellule perd ses capacités d'apoptose et donc va survivre plus longtemps. Alors, en inhibant cette exportine 1, on va pouvoir rétablir l'apoptose et donc entraîner la mort cellulaire des cellules myélomateuses. Et cette exportine 1 est fortement ou assez fortement surexprimée chez les patients avec myélome. Alors, le rationnel de cette étude d'associer sélinexor avec pomalidomide plus dexaméthasone, c'est qu'on a deux essais antérieurs avec le sélinexor dexaméthasone et le pomalidomide dexaméthasone. C'est quoi les résultats de ces deux études? On a tout d'abord l'étude MM03 qui avait regardé donc le pomalidomide plus dexaméthasone et avait montré chez des patients qui étaient réfractaires aux imides et réfractaires, enfin un premier imide et réfractaire à un inhibiteur de protéasome, avait montré que le taux de réponse globale c'est 30% et la médiane de PFS 4 mois, donc assez décevant. Et si on regarde parallèlement les résultats du sélinexor plus dexaméthasone, c'était l'essai STORM, on a un taux de réponse globale qui est de 26% et une médiane de PFS qui est de 3,6 mois. Donc tous les deux montrent de l'efficacité, mais assez modeste pour des patients qui sont en deuxième ou troisième rechute de leur maladie. Alors, l'idée là des auteurs, c'était de combiner pomalidomide avec le sélinexor et la dexaméthasone et de voir si d'abord c'était faisable en termes de toxicité et ensuite essayer de voir l'efficacité. Donc, dans cette étude de phase 1 d'escalade de dose et phase 2 ensuite, le but principal était tout d'abord de démontrer la dose limitante toxique. Et donc pour ça, on avait plusieurs paliers de doses. Le sélinexor pouvait être donné à 80 mg une ou deux fois par semaine, ou bien 60 mg une ou deux fois par semaine, et pomalidomide à 4 mg 21 jours sur 28. Et avec ce schéma-là, en fait, les différents patients qui ont été testés avec les différentes doses, on a montré que la meilleure dose, c'était un schéma de pomalidomide à 4 mg 21 jours sur 28, avec la dose de sélinexor à une fois par semaine, 80 mg par semaine. Alors, si on regarde ensuite les résultats, en termes de résultats, on a les patients dans l'étude d'escalade de dose pouvaient être réfractaires au pomalidomide. Donc ces patients-là ne sont pas très intéressants pour l'analyse globale. C'était une vingtaine de patients sur 51. Les résultats sont plus intéressants sur les 30 patients qui restaient, qui étaient naïfs de pomalidomide. Donc c'est quoi ces résultats? Sur la population globale, le taux de réponse globale, c'est 50%. Chez les patients naïfs de pomalidomide, c'est 56%, ce qui est relativement intéressant. Et ensuite, en termes de toxicité, on a quand même pas mal de toxicité, comme on pouvait s'y attendre avec le sélinexor. Toxicité gastro-intestinale, diarrhée, nausées, vomissements, et aussi de la toxicité hématologique, donc toutes sortes de cytopénies. J'ai oublié de dire le taux de bénéfice clinique pour les patients, c'était à peu près 78% quand même, donc ce qui est relativement intéressant chez les patients naïfs de pomalidomide. Donc c'est une étude quand même qui est intéressante. Si on regarde maintenant la PFS, alors c'est évidemment des données très préliminaires parce que c'est une phase 1-2. On a une médiane de PFS qui est de 12,2 mois chez les patients naïfs de pomalidomide et 10 mois dans la population globale. Donc des résultats intéressants, une toxicité quand même qui est relativement importante.
Il est beaucoup trop tôt pour envisager d'avoir accès à cette combinaison parce que on a uniquement des résultats de phase 1-2. La phase 2 n'est pas encore complétée, elle est en cours. On nous a annoncé également à la communication orale qu'il y aurait une phase 3 qui allait être mise en place prochainement avec cette association. Donc c'est beaucoup trop préliminaire pour envisager l'arrivée de cette molécule, en tout cas en association avec pomalidomide. Peut-être arriver seul, comme agent seul chez les patients multiréfractaires. Alors le problème de cette étude, en tout cas, c'est qu'on est quand même un peu déçu parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une molécule qui est assez toxique, le sélinexor. Beaucoup de toxicité, GI, fatigue. On a déjà des résultats préliminaires avec d'autres molécules pour l'association pomalidomide plus dexaméthasone plus un autre agent. Alors on a surtout des phases 2. Avec notamment pomalidomide dexaméthasone plus cyclophosphamide qui trouve des résultats améliorés autour de 10 mois de PFS. On a également des résultats assez similaires avec l'association pomalidomide dexaméthasone plus carfilzomib, phase 2, pomalidomide plus dexaméthasone plus daratumumab, phase 2 également. Et on a une seule phase 3 pour ces patients-là, qui est l'étude Icaria présentée à l'ASCO l'année dernière, qui est l'association pomalidomide plus dexaméthasone plus isatuximab, un anticorps anti-CD38, qui montrait, là encore, une médiane de PFS de 11 mois à peu près dans ce sous-groupe-là de patients versus 6 mois. Donc, avec une molécule qui est beaucoup moins toxique que le sélinexor. Donc, je n'ai pas l'impression qu'on va avoir des résultats révolutionnaires avec le sélinexor en association avec pomalidomide. J'ai l'impression que l'association sera quand même assez toxique, difficile à tolérer. Mais là encore, il faut attendre des résultats de phase 2 et de phase 3 pour pouvoir se prononcer.